Il existe bon nombre d'histoires et de légendes japonaises, et vous êtes nombreux à les aimer et à me réclamer régulièrement d'en faire. Et c'est votre jour de chance. Les 3 histoires que je vais vous raconter risquent de vous empêcher de passer une nuit paisible, et elles vont vous passer l'envie d'aller faire un tour au Japon. Histoire 1. Kagome. L'histoire qui suit se veut réelle. D'après un jeune homme dont on ne connaît pas l'identité exacte, un de ses amis qui s'appelait Daisuke lui a raconté une histoire qui lui glace le sang depuis qu'il l'a entendue. Daisuke lui aurait raconté que lui et 6 de ses collègues étaient en train de conduire pour aller à un meeting, et qu'ils étaient séparés dans 2 voitures. Daisuke conduisait une des 2 voitures, et à son bord, il avait 3 autres passagers. Dans l'autre voiture qui était juste devant lui, il y avait leur manager, ainsi que 2 de leurs collègues qui étaient en couple. Même s'ils étaient partis très tôt le matin, ils s'étaient arrêtés fréquemment, et avaient roulé un long moment. Alors que le soleil était en train de se coucher, ils ont commencé à rouler sur un pont suspendu. Le pont était extrêmement haut, et reliait 2 routes montagneuses. Au moment même où ils l'ont emprunté, une pluie fine et un épais brouillard ont commencé à faire leur apparition. Ils étaient à peu près à la moitié du pont, lorsque la voiture du manager s'est arrêtée brusquement devant Daisuke. Il a freiné aussi vite que possible, et a réussi à s'arrêter à quelques mètres derrière l'autre voiture. Daisuke et les collègues qui étaient avec lui dans sa voiture ont commencé à se demander ce qui s'était passé pour qu'il freine soudainement de façon si imprudente. Ils ont attendu un instant pour voir s'il redémarrait, mais ça n'a pas été le cas. Alors, Daisuke a décidé d'aller voir ce qui se passait. Au moment où il allait ouvrir la portière, le couple qui se trouvait dans la première voiture à l'arrière en est soudainement sorti. L'expression qu'ils avaient sur le visage était déroutante. Effrayé, Daisuke a commencé à avancer vers eux pour essayer de comprendre ce qu'ils avaient. Mais alors qu'ils n'étaient plus très loin d'eux, ils se sont attrapés les mains et ont commencé à courir vers la balustrade du pont avant de s'y jeter sans la moindre hésitation. Choqués par le spectacle horrible qu'ils venaient tous de voir, les occupants de la deuxième voiture se sont tous précipités vers la balustrade et ont regardé vers le fond, mais ils n'ont rien vu à cause du brouillard. Aucun d'entre eux n'arrivait à croire ce qui venait d'arriver, et ils sont tous restés debout, sonnés et choqués. Mais par la suite, ils se sont souvenus que le manager était toujours dans sa voiture, et ils ont couru pour voir s'il allait bien. Quand ils sont arrivés à côté de la porte du conducteur, ils ont vu que le manager était toujours assis à son siège, les mains crispées sur le volant. Ils ont ouvert la porte, mais le manager n'a même pas prêté attention à eux. Ce dernier continue à regarder droit devant lui en répétant la même phrase encore et encore. « Je dois pas y aller. Je dois pas y aller. » Impuissants, ils ont décidé d'appeler les secours qui sont arrivés rapidement. Le manager, toujours délirant, avait été immédiatement transporté à l'hôpital par les ambulanciers. Après de longues recherches, le couple a été retrouvé mort au pied du pont. La police a interrogé tout le monde, encore et encore. Mais vu qu'il n'y avait aucune preuve qu'ils avaient provoqué la mort du couple, ils ont conclu l'enquête, en disant que le couple avait certainement décidé au préalable de mettre fin à ses jours. Après quelques jours, Daisuke est parti rendre visite à son manager, qui bien heureusement avait retrouvé ses esprits. Il lui a alors demandé ce qui s'était passé ce jour-là, et pourquoi il avait arrêté sa voiture si soudainement. Le manager lui a répondu que tout était normal, jusqu'à ce qu'il voit surgir devant sa voiture une fille habillée d'un très vieux kimono. Et c'est à ce moment-là qu'il a freiné. La fille avait des cheveux courts, et on aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un film historique japonais sur l'ère Meiji. Mais avant qu'il ne sorte pour aller voir si la fille allait bien, il a remarqué que sa voiture était encerclée par un groupe d'enfants tous habillés en kimono. Vu qu'il était très religieux, le manager s'est alors mis à chanter un mantra pour se protéger de la présence maléfique qu'il ressentait. À ce moment-là, les enfants se sont tous tenus les mains et ils ont commencé à chanter une chanson. Elle disait « Kagome, Kagome, l'oiseau dans la cage ». Et bizarrement, le manager s'est mis à entendre en simultané plusieurs voix d'enfants dans sa tête qui disaient « Viens avec nous ». Le manager a alors attrapé le volant et s'est mis à répéter la phrase « Je dois pas y aller, je dois pas y aller ». Encore et encore. Quelques secondes plus tard, le couple est sorti de la voiture et est allé rejoindre les enfants dans leur ronde. Et avec eux, ils se sont précipités vers la balustrade avant de sauter. Le manager a ensuite rajouté que bien sûr, la police n'avait pas cru à sa version et que lui-même ne savait pas s'il avait perdu la tête pendant un instant. Mais Daisuke, qui avait vu le couple sauter à sa perte, est resté convaincu que ce que le manager disait était la vérité. Histoire 2. Daruma-san. Le rituel du bain, aussi connu sous le nom de Daruma-san, est un vieux rituel qui permet d'invoquer un fantôme qui est censé apporter chance et richesse. Mais attention, tenter ce rituel peut résulter en des choses horribles, incluant la mort.
Pour effectuer le rituel, vous aurez besoin d'une salle de bain avec une baignoire. Voici comment le pratiquer. À l'heure du coucher, retirez tous vos vêtements. Ensuite, dirigez-vous vers la salle de bain. Remplissez la baignoire et éteignez toutes vos lumières. Après ça, vous devez vous asseoir dans la baignoire, en faisant face au robinet. Fermez alors les yeux et commencez à vous laver les cheveux. Alors que vous vous lavez les cheveux, répétez encore et encore. Darumasan est tombé. N'arrêtez pas de dire ces mots avant d'avoir fini de vous laver les cheveux. Et surtout, gardez vos yeux parfaitement fermés. Pendant que vous aurez les yeux fermés, vous aurez des visions d'une femme japonaise debout dans une baignoire. Soudainement, elle glissera et tombera la tête la première contre le robinet rouillé qui lui rentrera dans l'œil et la tuera sur le coup. Ensuite, vous entendrez un son provenir de derrière vous. Ou alors, vous sentirez l'eau du bain bouger. Ne vous retournez pas et n'ouvrez toujours pas les yeux. Le fantôme finira par faire son apparition et vous sentirez sa présence émerger de la baignoire. À ce moment-là, demandez-lui à voix haute « Pourquoi es-tu tombé dans la baignoire ?» Même si vous n'entendez pas de réponse, n'ouvrez toujours pas les yeux. Patientez un instant avant de sortir de la baignoire, tout en gardant vos yeux fermés et en faisant attention à ce que le fantôme borgne ne vous fasse pas un croche-pied quand vous sortez de la baignoire. Très important, ne videz surtout pas l'eau du bain avant le matin suivant. Sortez de la salle de bain et fermez la porte derrière vous. Vous pouvez à présent ouvrir vos yeux, mais n'allumez cependant aucune lumière et allez directement vous coucher. Quand vous vous réveillerez le matin suivant, vous pourrez continuer la suite du rituel. Vous ressentirez probablement la présence du fantôme juste derrière vous. Mais quand vous vous retournerez, la femme ne sera pas là. Vous la sentirez de plus en plus proche au fur et à mesure du temps qui s'écoule, et votre but c'est qu'elle ne vous attrape pas. Si vous sentez que le fantôme devient trop proche, vous devez crier Tomare, qui veut dire stop en japonais. Puis vous devez courir loin d'elle aussi rapidement que possible. Il faut impérativement que vous terminiez le rituel avant minuit, si vous ne voulez pas qu'elle vous suive partout, et qu'elle apparaisse dans vos rêves pour vous tuer. Pour terminer le jeu, vous devez attendre qu'elle soit très proche de vous, juste assez pour que vous la voyiez du coin de l'œil. Et quand ce sera le cas, vous devez crier « Kita » tout en faisant un mouvement de bras du haut vers le bas. Le rituel se terminera alors, et vous ne sentirez plus la présence de la femme borgne. Comme je vous l'ai dit plus tôt, si vous réussissez toutes ces étapes, vous obtiendrez chance et richesse. Mais attention, si vous ne respectez pas toutes les règles et les étapes du rituel à la lettre, Dieu seul sait ce que ce fantôme vous fera. Histoire 3. La cabine de surveillance. Cette dernière histoire a été postée sur le forum japonais 2chan et est donc racontée à la première personne. Mon lycée était ancien et il avait environ 120 ans. Il y avait eu tellement de rénovations sur les bâtiments que la disposition était vraiment étrange. Par exemple, même si c'était un bâtiment d'un étage, il y avait un escalier qui menait littéralement au plafond. Il y avait également des portes impossibles à ouvrir, encastrées dans le mur et simplement recouvertes de 2 planches en bois. Mais la chose que je trouvais la plus étrange, c'était ce que tout le monde dans mon école appelait la cabine de surveillance. J'habitais très loin de mon école, alors parfois, je restais dormir chez des amis qui n'habitaient pas très loin. Un jour, je n'avais réussi à trouver personne pour m'héberger. Alors, j'ai décidé de passer la nuit dans la cabine de surveillance. La cabine ressemblait à une maison de campagne japonaise habituelle. À l'intérieur, il y avait 3 pièces, dont 2 chambres et une petite cuisine. Et ce soir-là, j'ai découvert pourquoi cet endroit portait ce nom. Mon amie Aya, même si elle ne pouvait pas m'accueillir chez elle, avait décidé de passer la nuit avec moi dans la cabine. On était vraiment heureux et excités, car on avait l'impression de faire une soirée entre filles. On a rapidement étalé nos futons sur le sol, et après ça, on a discuté en mangeant notre dîner. Alors qu'on était au beau milieu d'une conversation, un téléphone s'est soudainement mis à sonner. On a toutes les deux sursauté, car on ne savait même pas qu'il y en avait un là. Je me suis rapidement levée et j'ai décroché. À l'autre bout du fil, je me suis aperçue qu'il s'agissait d'un gardien d'école, qui voulait s'assurer que tout se passait bien pour nous. Il m'a dit qu'il était inquiet qu'on soit toute seule là au beau milieu de la nuit, et il a insisté sur le fait qu'on devait faire très attention. Après l'avoir écouté longuement, j'ai essayé de raccrocher, mais il m'a dit « Ah, une dernière chose. Il faut à tout prix que tu gardes les rideaux de la fenêtre qui est à l'ouest fermés. » Bien sûr, je lui ai dit que ça allait être fait, et j'ai raccroché. Sur le coup, je n'avais pas vraiment porté attention à cette information, mais c'est vrai que c'était une demande assez bizarre. Après avoir raconté ce qu'il avait dit à Aya, on a décidé d'aller voir ce qui se cachait derrière la fenêtre. Et après avoir ouvert les rideaux, on a aperçu un puits étrange et sinistre entouré d'une corde, comme on pouvait le voir dans certains temples. C'était la première fois que l'on voyait ce puits, et en même temps, il était caché derrière la cabine et un des bâtiments de l'école. J'ai senti des frissons me parcourir le corps dès le moment où j'ai posé mes yeux dessus. J'en ai fait part à Aya, qui était totalement d'accord avec moi.
On a décidé d'aller se coucher rapidement et on a rapproché nos futons pour qu'ils soient très proches l'un de l'autre. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis réveillée avec des sueurs froides. En regardant autour de moi, j'ai remarqué qu'Aya avait disparu. Vu que l'endroit où on était n'avait pas de salle de bain, je me suis dit qu'elle avait dû aller aux toilettes dans le bâtiment principal. Mais même après avoir attendu de longues minutes, j'ai remarqué qu'elle ne revenait pas. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai regardé à l'extérieur. Mais encore une fois, elle n'était nulle part. Je me demandais où elle était passée. Et son absence étrange me rendait mal à l'aise. Je suis retournée à l'intérieur de la cabine et j'ai ouvert les rideaux de la fenêtre qui donnait sur l'ouest. Et là, à ma grande surprise, j'ai vu Aya debout en sous-vêtements, juste à côté du vieux puits. Elle avait les mains autour de sa taille. Je me suis demandé si elle essayait de faire pipi dedans, et c'est là que j'ai remarqué qu'elle bougeait étrangement. J'ai plissé les yeux pour voir plus clair, et j'ai retenu un cri. Elle n'avait pas simplement les mains autour de sa taille. Elle essayait d'attacher la corde autour d'elle. Elle s'est ensuite agenouillée et a essayé d'attacher une grosse pierre à l'autre bout de la corde. J'avais si peur que j'étais totalement paralysée. Mais après ça, j'ai vu une main pâle sortir doucement du puits. Au début, la main bougeait comme si elle cherchait quelque chose. Et finalement, elle s'est arrêtée une fois qu'elle avait attrapé la corde. Aya ne bougeait toujours pas. Elle avait la tête penchée en avant. Et je ne savais même pas comment elle tenait encore debout. La main a commencé à doucement tirer la corde, comme pour tirer mon amie plus proche d'elle. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. Cette chose essayait d'attirer mon amie dans le puits. Soudainement, j'ai entendu le son perçant du téléphone venir rompre le silence. Ça m'a secouée, et ça m'a fait sortir de ma stupeur. J'ai alors couru vers le puits pour rejoindre Aya. Je l'ai attrapée par le bras, et je l'ai tirée en direction de la cabine en criant son nom encore et encore. Une fois arrivée à l'intérieur, elle a repris conscience, et s'est mise à pleurer immédiatement. J'étais si soulagée que je me suis mise à pleurer à mon tour. J'ai voulu appeler à l'aide en attrapant le téléphone, mais c'est là que j'ai remarqué quelque chose de choquant. Le téléphone avait désormais l'air vieux et complètement hors service. Sans autre solution, on est restés collés l'une à l'autre, et on a attendu le lever du soleil la peur au ventre. On s'est enfui dès qu'on a pu. On a parlé de cette histoire à personne. Mais quelque temps après, on a découvert l'horrible histoire du puits et de la cabine. Quand mon école a ouvert ses portes 120 ans plus tôt, une vague de suicides a débuté. Les élèves se jetaient tout en bas du puits. L'école a essayé de condamner le puits sans succès, vu que toutes les personnes qui essayaient étaient retrouvées mortes à leur tour au fond. Finalement, l'école a décidé d'abandonner l'idée de condamner le puits, et ils ont pris la décision de rénover et d'étendre les bâtiments, de telle sorte à ce que le puits soit caché des élèves. Malgré ça, des gens venaient tout de même se donner la mort dedans. Ils ont alors construit la cabine de surveillance, dans laquelle un gardien d'école devait monter la garde. Cependant, il a lui aussi mis fin à ses jours. Toutes ces informations nous ont laissés avec des questions auxquelles nous n'avons toujours pas pu répondre. Si le téléphone était hors service, comment est-ce que quelqu'un avait pu nous appeler pour nous dire de ne pas ouvrir le rideau de la fenêtre qui se trouvait à l'ouest? Et puis, qui était cette personne qui nous avait appelés? Est-ce que c'était réellement le gardien d'école? Et si oui, comment avait-il pu faire s'il était déjà mort?